Bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui ont fait l'effort de venir ce soir, qui ont bravé les soirées d'automne. Je remercie particulièrement, je vois parmi vous les élus, Monsieur Boissière qui représente l'association des maires. Je remercie également les associations présentes qui sont on est très contents que vous soyez venus. Je pense à l'UNAM, l'association des navigateurs. Je crois que parmi vous, il y a aussi des associations de pêcheurs. J'en oublie peut-être. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont là? Oui. Les Voies Vertes. Les Voies Vertes de la Côte d'Émeraude. Voilà. Ah oui, monsieur. Les Voies Vertes de la Richardet. Oui. Et voilà. Bon. Merci beaucoup d'être venu. Oui. Comment? Cidre, oui, c'est une association de Clouet, c'est ça. De Landrelet, oui. D'accord. Bon, en tout cas, merci à tous. Je remercie également Madame la maire du Minic-sur-Rance, Sylvie Sardin, qui nous a accordé la salle gratuitement pour que nous puissions faire cette réunion publique ce soir. Nous allons déjà nous présenter tous les deux. Nous avons travaillé, Xavier et moi, sur cette réunion publique, dont je vous donnerai les objectifs dans un moment. Xavier, tu veux te présenter en premier? Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux. Je m'appelle Xavier Châtelet, je représente le collectif des Envasés. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, donc pour l'instant, moi, je suis Sophie Duquesne-Payne, je représente ce soir Rance Environnement. J'appartiens également au collectif des Envasés. Et Xavier appartient également et membre actif de Rance Environnement. Donc, on a créé une espèce de synergie pour ce soir, pour vous présenter cette réunion. Je crois que pour le moment... Nous allons avoir maintenant, nous allons demander à deux intervenants qui sont très importants, qui vont vous chanter une chanson pour vous mettre dans l'ambiance. La vase on en a jusque-là, oula, oula. La vase on en a jusque-là, oula, oula, la. Il faut la virer, les gars, faut dévaser. Car la rançon la défendra sans baisser les bras. Et des solutions, il y en a. Oula, oula. Et des solutions, il y en a. Oula, oula, la. Un plan éclaté, l'État faut l'appliquer. Oui, la rançon la défendra sans baisser les bras. Si rien ne bouge, on sera là. Oula, oula. Si rien ne bouge, on sera là. Oula, oula, la. J'allais passer, c'était pour vous donner un peu les objectifs de cette réunion. Le premier objectif, parce que je vois que parmi vous, il y a quand même des gens qui sont bien au courant, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est déjà de vous donner des informations sur l'envasement et les dernières actualités. Par exemple, nous avons assisté, Xavier et moi, et notre président, nous avons assisté le 6 octobre 2021 à une réunion de l'établissement de travaux publics qui nous a donné les dernières actualités et les projets qu'ils vont mettre en place. Donc on aimerait bien vous parler de ça. On aimerait aussi vous donner notre ressenti de cette réunion, ce qui est assez important. Ensuite, nous avons quelques questionnements, tous les deux, et nos deux, le collectif et Rance Environnement. Nous avons des questionnements pour l'avenir du plan quinquennal, c'est-à-dire l'avenir du plan qui est mis sur 5 ans, dont je vais vous parler tout de suite, et d'un plan à longue échelle sur l'avenir. Et pour terminer, nous aimerions que cette réunion soit participative, c'est-à-dire que si nous pouvons vous faire part
de nos projets déjà d'action et de mobilisation. Parce que je crois que sans le public, sans c'est pas seulement les élus, les associations et les gens qui se sentent concernés depuis longtemps, mais ce dont on va avoir besoin, c'est d'une mobilisation locale. Et on arrivera à quelque chose si les habitants des communes riveraines nous soutiennent, hein, et se mobilisent pour faire avancer les choses. Merci Sophie. Je vais vous parler un petit peu des envasés. Je suis adhérent de Vence Environnement depuis déjà un petit peu de temps. Je suis passé membre actif. Il s'est passé un événement à la cale de la Moinerie, dont je suis un des riverains, puisque on fait partie avec plusieurs voisins qui sont ici, d'une association qui s'appelle l'Association amicale des usagers de la cale de la Moinerie. Donc on voyait bien depuis quelques années l'évolution de l'envasement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais globalement ça a des tendances plutôt à se combler. Et il y a 3-4 ans, on a vu un comblement spectaculaire du chenal des mouillages de la Moinerie. Pour les gens qui ne connaissent pas, on a le chenal principal qui va vers la cale de Morgreux, et on avait un chenal attesté depuis 1840, je crois, qui longeait un peu plus la côte et qui faisait le tour de l'anse de la Moinerie, c'est là où était le bateau. Et ce chenal s'est comblé en 3 ans. Donc 2,50 m de gaz. Donc quelque chose d'assez étonnant. Comme tout le monde, je suivais les travaux dans l'environnement, de l'association des maires, qui était le collectif des maires. Là, je me suis dit, Xavier, il y a un vrai problème, qu'est-ce que tu peux faire? Et je me suis dit, mais voilà, c'est bien de dire il y a qu'à, trop con. Il faut aussi savoir s'engager. Et il y a eu une petite opportunité, dans un concours de circonstances, qui ont fait que j'ai imaginé le collectif des envasés. L'idée, c'était quand même de mobiliser la population autour d'actions sur le terrain, mais en gardant un petit côté ludique pour que les gens trouvent aussi un peu de plaisir. J'avais d'abord imaginé la marche des envasés, j'avais rêvé d'un festival des envasés, j'avais rêvé plein de choses. Je suis un grand rêveur. Malheureusement, le Covid est passé par là. Est-ce que c'était fait exprès? Je ne sais pas. Toujours est-il que la marche des envasés est tombée dans le vasque. Et idem pour tout ce qu'on avait imaginé. Mais on a quand même fait quelques petites actions qui ont piqué un peu les autorités. Et peut-être que ça a aidé à faire que ça bouge un petit peu en ce moment aussi à la Moinerie. Voilà, ça sont mes compères qui nous ont donné un peu de plaisir. Si vous avez suivi ça dans la presse ou sur YouTube, voilà, c'est assez drôle. Ça, monsieur le sous-préfet, pour qui j'ai le plus profond respect, n'a pas tellement apprécié que je lui offre l'outil expérimental de dévasement massif, qui est maintenant devenu un peu le symbole. J'ai eu l'occasion aussi d'offrir de la base de la Moinerie en souvenir à plusieurs élus, mais toujours de façon sympathique. Donc quand on offre la base aux élus, c'est pas parce qu'on n'aime pas nos élus, au contraire, c'est aussi pour les soutenir. Il faut dire que c'est c'est quelque chose de très important et qui tient à cœur à la population. Voilà, alors, l'ADN du collectif des envasés, c'est l'humour et la dérision. Et on va essayer toujours de rester sur ce fil d'Ariane, de façon à trouver du plaisir dans nos actions, mais également de rien lâcher sur la pression qu'on va mettre sur les autorités. Comme disait Sophie, on a quand même quelques interrogations et quelques doutes sur le devenir du futur pont pérenne, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, un scoop quand même, c'est qu'on avait parlé de remettre en place une marche. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de lancer la marche des envasés, un peu dans l'esprit des coquelicots. Je propose de la faire le premier samedi de chaque mois, le matin, de façon de ne pas coincer le week-end,
Dans l'idée, c'est de faire une marche qui donne un petit peu l'occasion aux gens de se promener, mais également de porter à chaque mairie un seau de vase de chaque ZAD de la Rance. Donc ici, j'ai mis les zones à dévaser, les ZAD du Minilic. Et au Minilic, il y a plusieurs ZAD. Il y a de nombreuses petites anses qui sont envasées. Et donc, ce serait une manière de se promener, mais aussi d'appuyer sur le fait que les populations souffrent de l'envasement et ont envie que l'État prenne ses responsabilités pour gérer les dégâts collatéraux d'un mode d'exploitation de l'usine marémotrice. Bien entendu, personne ne conteste l'usine marémotrice. Les gens de l'Estuaire de la Rance sont fiers de leur usine marémotrice. C'est une belle réalisation pour l'époque qui permet de produire de l'électricité qui est relativement propre. Néanmoins, comme chacun de nous ne peut pas jeter ses déchets dans la nature, aujourd'hui on doit les emporter comme à la déchetterie, mais on considère que le mode d'exploitation de l'usine marémotrice génère des dégâts collatéraux, c'est-à-dire le surenvasement, et c'est pour ça que le collectif des envasés va continuer à faire pression en collaboration avec France Environnement, avec les associations, avec l'association des maires, pour que l'État finisse par faire quelque chose. Alors, beaucoup de gens se sont posé la question, quand le collectif des envasés s'est augmenté, est-ce que le collectif des envasés est compatible avec France Environnement? Alors, pour te répondre, on va faire un show tous les deux. Pour te répondre, France Environnement, nous sommes une association agréée protection de l'environnement. Donc, nous sommes une association, donc nous sommes plus évidemment dans une structure administrative, mais vu notre agrément, nous sommes dans l'obligation, le devoir et l'obligation de réagir face à cet envasement. Donc nous soutenons Xavier et les envasés, mais quand on peut, quand on a des actions qui sont communes, mais autrement, nous avons également, nous, des actions qui sont un peu différentes, peut-être moins dans la dérision. Par exemple, nous sommes en train de réfléchir sur une action juridique. Je ne vais pas vous dire quoi, parce que malheureusement, je pense que si je vous disais sur quoi reposait notre action juridique, il se peut que, comme nous sommes un peu David contre Goliath, on essaye de faire en sorte qu'on mette ça en réserve. Mais nous réfléchissons profondément sur ces actions en ce moment. Nous avons également écrit dernièrement au sous-préfet de région pour lui poser des questions suite à cette réunion qui a eu lieu le 6 octobre à la ville Lénonais. Et comme nous n'étions absolument pas convaincus par ce qu'ils nous ont dit, nous avons voulu poser en particulier 4 questions bien définies et nous attendons pour le moment sa réponse. Donc on vous mettra au courant dès qu'on aura une réponse, si on a une réponse. Voilà, donc les envasés et France Environnement sont complémentaires. France Environnement a une expérience, un savoir-faire. France Environnement est référent dans le domaine de l'envasement vis-à-vis des pouvoirs publics. Les envasés sont plus un électron libre. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut être adhérent à France Environnement et s'engager auprès des envasés? Oui, bien sûr. Et au contraire, ça devrait même être obligatoire. Et remboursé par la sécurité sociale. Bon, on va bouger un petit peu. En premier, ce que je voulais simplement faire pour... je pense que la plupart des gens qui sont venus ce soir, c'est parce qu'ils sont vraiment concernés et intéressés par le problème. Mais c'était simplement de vous retracer un historique très très court de la question. Donc on sait que depuis 1967, depuis la mise en place de l'usine marémotrice de la Rance, nous avons constaté un problème d'envasement dans la Rance
Et des associations, en particulier l'association Cœur, et des associations riveraines dont France Environnement, ont mis la pression sur les pouvoirs publics et pour proposer des actions de désenvasement. Didier vous en parlera peut-être. Qui a abouti à ce que Madame Ségolène Royal, qui était à l'époque ministre de l'écologie, de l'environnement, de l'énergie et de la mer, a écrit une lettre de mission le 17 octobre 2016, et cette lettre a demandé de procéder à une mission d'expertise et d'évaluation concernant la gestion sédimentaire de la Rance. Suite à cette lettre de mission, un COPIL, un comité de pilotage, a été organisé par le préfet de région, et ce comité a rédigé un diagnostic en 2017 dont la synthèse est retransmise dans un rapport qui est très important, qui est le rapport CGEDD de mai 2017. Ce rapport a préconisé deux choses. Il a préconisé la mise en place d'un plan sur 5 ans, qu'on appelle le plan quinquennal, donc, dont les objectifs sont doubles. À court et à moyen terme, donc, ce plan est de 2018 à 2023, c'est d'extraire un volume de 50 000 mètres cubes par an de vase, ce qui correspond à 250 000 mètres cubes sur une période de 5 ans. Le coût estimé de la mission dans le document est de 5 millions d'euros et un programme de recherche et développement de 3 millions d'euros. C'est le plan de financement qui est prévu. On n'est pas tout à fait au courant de ce qui a été dépensé jusqu'à présent. On essaye de voir un peu comment le financement a été mis en place. Ce qui est le plus important, et c'est, je pense, ce pourquoi nous sommes ici ce soir, c'est le plan à long terme. Et suite à cette réunion, c'est là-dessus que nos interrogations se portent. C'est-à-dire qu'après 2023, le plan doit assurer un suivi environnemental et offrir des solutions à long terme. Maintenant, ce que nous demandons, c'est quand même la restauration du bon état écologique de la masse d'eau, car nous assistons quand même à une dégradation d'un estuaire maritime et patrimonial. Ce plan à long terme doit être aidé, enfin, a été mis en place par un établissement de travaux publics, l'EPTB, qui est assisté par un conseil scientifique dirigé par un monsieur qui s'appelle monsieur Le Hir. Dick Robert, oui. Voilà, j'en arrive simplement à vous dire que pendant les 2 premières années, on a constaté des années blanches, c'est-à-dire que rien ne s'est passé pratiquement. Hein? 3 années pratiquement, oui, 3 années. En 2021, nous avons assisté à des opérations de désenvasement à Saint-Jouan et Saint-Suillac qui avaient pour but de retirer 5 000 mètres cubes et 3 000 mètres cubes. Donc vous voyez, 8 000 mètres cubes, on en attend 50 000 par an. Et ça après la 3e année. Cette année, nous avons assisté à une autre opération dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'opération Nessie, qui était un robot moulineur, qui était devant la Richardet. Et le PTB, à cette dernière réunion, l'établissement de travaux publics, nous a avoué que cette opération était vraiment loin d'être un succès. Et cette opération, seuls 10 à 15 000 mètres cubes étaient prévus pour être retirés, et en fait, seulement 5 200 mètres cubes ont été retirés. Donc on arrive au bout quand même on arrive pratiquement à la 4e année, donc vous faites le compte, 5 000, 8 000, 5 000, 3 000 et 2 500 mètres cubes. Mais ce qui nous a le plus, vraiment, et là je te laisserai aussi parler, ce qui nous a le plus concerné, c'est que quand on a posé les questions, mais avez-vous déjà réfléchi aujourd'hui
à des solutions pour l'avenir, parce que nous, on entend parler de modélisation, de système de modélisation, on entend parler d'incertitude par le PTB et par le Conseil scientifique, et la réponse a été on partage vos incertitudes. Donc, on peut en tirer les conclusions que vous pouvez en tirer. Alors, je vais tout à l'heure vous parler du projet, des différents projets menés par le PTB. Je voulais juste terminer sur les envasés. Les envasés n'ont pas de cotisation, c'est un collectif. Donc pour trouver du financement, on a finalement décidé de poser sur la boîte qui est à la sortie une boîte à dons. Les gens qui le souhaitent peuvent déposer une petite obole qui pourra nous permettre de lancer des actions et de financer par exemple les t-shirts. Les t-shirts, vous pouvez les acheter 15 €. Le prix de revient c'est 10 € et il y a 5 € qui tomberont dans l'escarcelle du collectif. Bon, je conseille plutôt aux gens qui ont envie de s'engager sur des marches ou sur des actions sur le terrain, peut-être d'acheter des t-shirts. S'il n'y en a pas assez, on va faire une liste de commandes et on relancera une nouvelle fabrication. Voilà, ça c'était pour le financement du collectif. Alors bien sûr, on a pensé aussi à des mécènes et on pensait éventuellement faire comme Jean-Louis Etienne avec son PolarPod ou Nicolas Hulot avec sa fondation, demander à EDF d'être mécène. Mais bon, j'ai peur qu'il y ait un conflit d'intérêts. On va peut-être temporiser. Je continue sur... Oui, on peut quand même dire que, bon, je ne sais pas si vous avez vu les actualités de la région Bretagne, mais bon, je peux le dire quand même. Oui. Nicolas Hulot est quand même fait partie, a lancé une opération, une nouvelle association sur la biodiversité, Bryce Biodiv, dont dernièrement, un nouveau partenaire s'est associé à Nicolas Hulot, la Poste, et les autres partenaires, parmi les autres partenaires, on trouve EDF. Donc je vais vous parler maintenant des opérations qui nous ont été présentées par le PTB sur voilà, donc le PTB projette en 2021-2022 un dragage au chêne vert avec clapage devant le barrage. Clapage devant le barrage, on va en parler tout à l'heure. Deux pistes sont également à l'étude pour 2022-2023. Un dragage à injection d'eau et un dragage au camp viking avec valorisation directe. Alors, voilà, ce sont des mots qui sont utilisés, on a des fois du mal à comprendre, c'est super, ça paraît super technique. Une drague à injection d'eau, c'est un peu comme un énorme karcher sous-marin qui va aller décoller la couche de base pour créer une onde qui va permettre à cette couche de base de s'en aller un peu plus loin. Ça sert essentiellement dans les estuaires à écrêter les bosses de base et plutôt à étaler. Donc je ne suis pas sûr que ce soit adapté à notre estuaire. Voilà. Et déplacer les vases, c'est pas curer les vases. Le deuxième projet, c'est un dragage au camp viking avec valorisation directe. Valorisation directe, on n'a pas trop compris pour l'instant ce que c'est. Peut-être un épandage direct des vases dans les champs sans avoir décanté dans un site de transit, ça on ne sait pas encore. Voilà, c'était les observations sur les opérations à venir. Par contre, maintenant on va parler plus précisément de l'opération à la moinerie. Donc c'est quoi cette opération chêne vert avec clapage en avant du barrage avec concertation préalable. Concertation préalable. Une belle réunion de présentation dont vous a parlé Sophie, où à la première objection du sous-préfet, il nous renvoie dans les cordes au prétexte que nous ne sommes pas des scientifiques. Donc, il ne s'agit pas ce soir de régler des comptes avec le sous-préfet. Néanmoins, voilà, on nous a parlé de co-construction, de concertation préalable. En réalité, le PTB nous convie à chaque fois à une réunion de présentation d'un projet déjà plus ou moins ficelé. Et la concertation préalable, elle est simple seulement dans la communication à la presse, mais sur le terrain, elle n'y est pas. Personne n'a été concerté.
Si quelqu'un était concerté, qu'il lève la main. Je n'en peux pas. Reprenant les termes de l'EPTB, il s'agit d'une opération substantielle. Substantielle, ça veut dire qu'ils envisagent d'enlever une partie relativement importante, entre 10 000 et 50 000 mètres cubes. Il s'agit de recreuser le chenal de la moinerie. Le chenal de la moinerie, voilà, comme il était jadis, ici on avait une rivière qui permettait au courant de flot, de marée montante et de jusant de circuler dans cette partie-là. Aujourd'hui, tout est bouché. On avait un petit chenal qui repartait comme ça et qui rejoint le chenal du Mouillal, de la moinerie, et une fois que ça s'est bouché, cette zone est en train de poldériser. Donc ils ont prévu de creuser toute cette partie-là pour rejoindre le canton de la moinerie en gros. Donc, très bonne initiative, c'est bien, c'est du concret, c'est du solide. Ça va permettre de redonner une dynamique de courant dans l'estuaire, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça va permettre de faire une véritable expérimentation pour voir ce qui se passe après. Parce que bien sûr, si on enlève de la vase dans ces zones-là, il va y avoir une transformation des courants. Donc ça va être très intéressant. Et de ce côté-là, je pense qu'on peut applaudir l'opération telle qu'elle est envisagée, en espérant qu'elle soit menée à terme avec succès. Alors, EPTB parle d'un site très envasé, c'est vrai, ça c'est envasé, je l'ai prévenu ça tout à l'heure, que c'est enfin une vraie expérimentation, ce qui laisserait penser que jusqu'à présent on a apporté de vraies expérimentations. On a fait des modélisations, des analyses, des prélèvements, etc. Mais vraie expérimentation, à part en ici, il n'y a pas eu. Et l'objectif, c'est quand même de tenter de redistribuer les sédiments vers le large par les courants de jusant. Jusant, marée descendante, pour ceux qui ne connaissent pas. Sur le site du Chêne Vert, qui est devenu emblématique. Alors, je me suis posé la question de savoir ce que ça voulait dire emblématique. Je voulais poser la question à monsieur le sous-préfet et aux techniciens de l'EPTB à la fameuse réunion. Je n'en ai pas eu le temps puisque j'ai été renvoyé dans les cordes à cause de la petite objection sur la redistribution. Je vais faire une petite pause. Je vais appeler Super Envasé qui va maintenant devenir un peu notre fer de lance. Et comme Super Envasé a un peu dans nos oreilles, ça va me permettre de faire un petit coup. Et tu crois qu'il m'aiderait? Tu crois qu'il m'aiderait? Ah, c'est bien tous les mêmes dans le bureau, hein. Faut le dire, ouais. Super Envasé va devenir le fer de lance de nos, Avec des canaux. de nos actions sur le littoral de l'estuaire. Bon, combien vous êtes? Oh, à la louche, vous êtes à peu près 50. Bon, j'ai un petit cadeau pour vous. Ah! C'est que ils ne sont pas capables de faire quelque chose, ben nous on va le faire. Et la barge va être conduite jusque devant le barrage, avant le barrage, c'est-à-dire dans l'estuaire, en limite de la zone d'exclusion, en limite de la zone d'exclusion, pour être redéchargé à l'appel mécanique, en espérant que les turbines du barrage expulsent les sédiments dilués, comme un gros sphincter, dans la baie de Saint-Malo d'Inal. Il y en a qui ne vont pas vendre. Et c'est là que le bas blesse. On nous dit redistribuer pour faire joli. C'est vrai, c'est le bon mot, c'est bien choisi. Redistribuer comme redistribuer des dividendes, redistribuer des bénéfices. Je crains fort que chacun reçoive les bénéfices de cette redistribution et Super Envasé va vous en faire la démonstration. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Marie Chardet ici? Une personne, s'il vous plaît. Marie Chardet? Personne? Ça c'est normal, c'est le marin. Dinard, est-ce qu'il y a quelqu'un de Dinard? Ah, Dinard. Ah ben je veux pas, j'en ai qu'un. Je suis désolé. Je vais au plus proche.
Les dividendes. Superenvasé redistribue Sincèrement. les dividendes du clapage. Sincèrement. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ce serait quand même bien que on se mobilise tous sur ce problème, parce que moi, la façon dont on voit les choses, c'est que le plan détermine des objectifs, hein, dont j'ai parlé. Pour non-respect des objectifs, il n'y a pas de sanction. D'accord ? Donc, sauf que derrière, il y a la presse, les réseaux sociaux, l'opinion publique, qui est très importante, hein, et qui peut être la sanction la plus importante, et faire en sorte que les objectifs soient respectés. Je pense que ça, c'est important. Donc, on va parler des rejets. Les rejets qui sont commentés dans la presse ou dans les réunions par l'établissement public sont issus d'une modélisation. C'est-à-dire à la question de savoir comment ça a été mesuré, comment c'est... eh bien, on nous répond, mais non, ce n'est pas mesuré. On n'envoie pas des plongeurs, on n'envoie pas des sondes, on n'envoie pas des instruments ou des chercheurs. On modélise sur l'ordinateur. Donc la modélisation de l'extraction à la moinerie nous dit que environ 80% des sédiments franchiraient le barrage et ne reviendraient pas dans l'estuaire. C'est-à-dire quand même que 20% resteraient dans l'estuaire. Bien sûr, on va laisser ça au pied de la zone d'exclusion, ce qui n'est pas près du barrage. Donc il va falloir quand même que la base fasse un effort pour sortir de l'estuaire. Deuxièmement, Je pense que vous voudriez dire quelque chose pour l'UNAM. C'est à la louche, hein. alors, oui, je vais vous passer la parole après. Je termine vite fait, et puis après je vais passer la parole. Le deuxième point, c'est que sur les zones de développement préférentielles, ce sont les termes de l'EPPD, l'épaisseur de sédiment est inférieure à 2,5 mm. Donc c'est très précis, et ça veut quand même dire que ça se dépose. Mais où ? Puisque 80% sont évacués loin au large, et on parle quand même de zones de dépôt préférentielles. Donc on va en parler. Pour les cibles retours d'expérimentation, c'était pareil, c'était une modélisation. Rien n'a été mesuré. 26% des sédiments resteraient dans l'estuaire, 14% entre le barrage et Saint-Malo, 16% entre Saint-Malo et Cézanne, 44% seraient évacués vers le large derrière l'île de Cézanne. Juré, promis, sauf que c'est l'ordinateur qui nous dit ça. Et en réalité, les vases ne peuvent pas sortir de l'estuaire. À marée descendante, la baie de Saint-Malo est traversée par un courant d'est en ouest, de 4 nœuds en moyenne. C'est dans les instructions nautiques. Le chenal de la Petite Porte à l'ouest de l'île de Cézanne est traversé à marée descendante par un courant de 4 nœuds en moyenne portant d'est en ouest. 4 nœuds, c'est beaucoup. Je suis allé sur place en bateau. Je me suis placé près de la tourelle du Buron, je crois. Avant, on a vite fait d'être drossé sur la tourelle du Buron à mi-marée. Voilà. Donc ça, ce n'est pas possible. La vase ne peut pas sortir de la baie de Saint-Malo. Elle va rester dans... Si elle arrive à contourner la Colombie, ce sera déjà bien. Et elle aura tout fait de revenir avec la marée suivante, c'est-à-dire le flot. Et elle va remonter en France, bien sûr. Et là, elle va aller effectivement se déposer sur nos fameuses zones préférentielles, avec nos 2,5 mm. C'est précis, surtout le 0,5. C'est ça le double effet qui se coule de la redistribution. C'est ce qu'on appelle un envasement diffus, c'est discret, c'est insidieux, ça ne se voit pas tout de suite. C'est ce qui m'a valu d'être taclé entre les deux yeux par monsieur le sous-préfet à la réunion de PTD quand j'ai voulu aborder le sujet. Circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, je pense que tout le monde le sait, au moins les techniciens et les scientifiques, mais c'est plus propre de dire que les vases vont être évacués loin au large. Ça passe mieux quand même dans la presse que de dire qu'on a juste étalé les vases. La meilleure preuve, je la tiens des techniciens Hydra en off, les techniciens Hydra qui portent le projet.
D'accord, la vase ne s'évacuera peut-être pas au large, mais l'eau de la Rance étant déjà tellement chargée en sédiments, même si la vase remonte dans l'estuaire, un peu plus ou un peu moins, ce n'est pas très grave. Ben non. Hydra-environnement. Des gens charmants, hein, je n'ai rien contre eux, avec eux, je les ai vus à l'œuvre, je les ai suivis faire leurs expérimentations, les sondages, les carottages dans de la mairie, donc ils font du bon boulot. Mais ils le savent. Mais parfois, on peut pas le dire. Alors, Mais ils te l'ont dit parce ils te l'ont dit parce qu'ils savent que tu le répéteras pas. voilà. D'accord. Pour taquiner encore, à mon avis, Bernard Musset, je dirais que c'est là qu'un opticien, c'est très utile pour y voir clair dans les autres troubles de la Rance. J'ai bien ma petite idée, mais je vais laisser Didier Giffrin prendre la parole. Je pense qu'il est le mieux placé pour nous éclairer. Alors, je voudrais juste expliquer Bonsoir à tous. Ils ont déjà dit beaucoup de choses. Tout de même me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Didier Giffrin, j'étais élu Flouéret pendant presque une vingtaine d'années. Et de 2015 à 2020, donc, j'étais vice-président de Cœur Émeraude, le comité opérationnel des élus et usagers de la Rance. Et j'étais précisément en charge de la gestion des sédiments. Donc, ce qu'a évoqué Sophie tout à l'heure, à savoir le travail qui a été réalisé sur la base d'un travail associatif qui avait été mené antérieurement dans le cadre de la commission estuaire, et j'aperçois Henri là-bas. Donc voilà, nous avons organisé des groupes de travail pour approfondir le sujet, avec un groupe de travail qui a travaillé à partir de l'été 2015 sur la proposition d'un plan de gestion des sédiments, d'un plan de gestion pérenne des sédiments, et un autre groupe qui travaillait sur la valorisation des sédiments. Tout ça a débouché sur donc une présentation au ministère. Nous sommes allés en juillet 2016 au ministère, c'est ce que Sophie a indiqué, et la décision qui a été prise par la ministre de l'époque, assez courageuse par rapport à tous les ministres antérieurs, donc de lancer une mission donc avec 4 inspecteurs, donc du CGE, Conseil Général de l'Environnement, 2 autres inspecteurs du Conseil Général de l'Économie, et 2 autres inspecteurs du CGEDD, Conseil Général du Développement de l'Environnement et du Développement Durable. Ce rapport, je l'ai. Il est intéressant, il est assez fondamental, y compris dans le cadre de la situation que nous connaissons, sur lesquelles on peut effectivement énoncer un certain nombre de choses, et après, voilà, je vais avancer un petit peu le propos. Il est intéressant parce qu'il représentait une avancée. C'est sûr qu'il n'a pas repris l'essentiel des propositions de Cœur Émeraude. Nous, on proposait déjà un plan quinquennal avec 750 000 mètres cubes d'extraction, à raison de 150 000 mètres cubes par an. Ça n'était pour nous qu'un effet de rattrapage de ce qui était déjà prévu lors du contrat de baie, donc au début des années 2000, où toutes les parties s'accordaient à l'époque pour dire, et EDF en était à l'époque dans le contrat de baie, puisque à l'époque, les quelques opérations qui ont été menées, c'était EDF qui finançait à 100%. Donc, eh bien, à l'époque, toutes les parties s'accordaient sur le fait qu'il y avait déjà environ 1 million de mètres cubes à extraire. Voilà, nous étions donc en 2015-2016, donc sur cette proposition qui nous semblait raisonnable, donc pour des extractions nouvelles et en même temps un effet de rattrapage voilà, par rapport à l'existant. Bon, finalement, la commission interministérielle n'a retenu que 50 000 mètres cubes annuellement donc à extraire, soit 250 000 mètres cubes sur 5 ans, de 2018 à 2023. Juste un petit point pour que je ne l'oublie pas. Une bathymétrie de référence a été réalisée en 2018 dans le cadre d'une commission, d'un appel à maîtrise d'ouvrage qui a été lancé par l'EPTB, l'établissement public territorial de bassin, qui est maintenant en charge d'appliquer ce plan. Donc, et à minima, les mesures qui ont été réalisées donc par le bureau d'études, EGIS et Mesuris, démontrent donc à minima qu'il y a 235 000 mètres cubes retenus annuellement dans l'estuaire. Vous voyez qu'on est largement au-delà, on est pratiquement 5 fois plus, à minima, que ce qui a été retenu dans ce plan, ce rapport interministériel. Donc il est daté de mai 2017, il n'a été publié que courant juillet 2017, avec un petit décalage. Il est intéressant néanmoins, parce que vous savez, on va en parler tout à l'heure, Sophie parlait de l'incertitude.
Sophie parlait d'incertitude. Donc voilà, on voit bien les choses maintenant, hein, ça s'appelle la stratégie du doute. Hein, nous, concernant l'Esper de la Rance, c'est la même chose depuis très très longtemps. Voilà, l'envasement, est-ce que l'Esper s'envase vraiment? Quand je lis encore effectivement certains propos concernant l'ordre du jour de réunion qui sont prévus actuellement, donc au niveau de l'EPTB, eh bien il s'agit d'objectiver l'envasement de l'Esper de la Rance. Vous voyez ce que ça veut dire? Objectiver. Vous avez sans doute tous la sensation, voilà, que ça s'envase, mais c'est pas sûr. Donc ça, c'est la stratégie du doute. Donc voilà, donc il y a toujours effectivement ce point-là hein, qui évolue et qui est repris hein, sans cesse. Alors un point important quand même, justement, en relation avec ce que je dis, la stratégie du doute, la mission donc indiquait que le barrage a provoqué une aggravation sensible du phénomène naturel voilà, au niveau des sphères de la Rance. Voilà, c'est un rapport interministériel qui prend cela en compte. C'est un élément quand même qui est important. Donc c'était déjà une évolution sensible. Je crois que je vais enlever le masque, si vous permettez, parce que c'est un peu gênant de parler avec un masque. Et la conclusion, je vous la livre, avant de peut-être de revenir un peu plus précisément, c'est la conclusion hein, de ce rapport interministériel, 57 pages. Hein, voilà. La mission estime que l'extension du phénomène d'envasement de l'estuaire de la Rance a atteint aujourd'hui un niveau tel qu'il convient de réduire au maximum les dépôts, voire de mettre un terme à la progression des volumes de sédiments qui continuent à se déposer par diverses mesures de gestion sédimentaire, dont le piégeage, et je vais y revenir, est une possibilité parmi d'autres. Considérant cela, effectivement, vous pouvez considérer que ce rapport interministériel voilà, allait dans le bon sens. Maintenant, que se passe-t-il? Donc, par rapport à l'objectif qui a été fixé en matière d'extraction en volume, soit 250 000 m3, donc sur les 5 ans, pour l'instant, nous sommes à 12 200 m3. Ce qui pose souci aussi, c'est le montant, c'est-à-dire le budget qui est engagé pour mener les opérations. Par exemple, l'opération qui a été menée sur Saint-Jouan-des-Guérets, pour un volume de 7 000 m3, a coûté à peu près, pratiquement 700 000 €. Donc retenez ce chiffre, 100 € du mètre cube. Et pour l'instant, ces sédiments sont détenus dans une lagune, là, juste derrière Saint-Jouan-des-Guérets, et ils ne sont pas valorisés pour le moment. L'opération Lessie, dont parlait Xavier tout à l'heure, bon, finalement, ils ont eu quelques déboires. Ils ont considéré que 5200 m3 ont été dispersés, donc on va dire, donc, et pour un coût qui avoisinait 450 000 €, donc 80-90 € du mètre cube. Donc voilà les opérations qui ont été menées, donc 12 200 m3. Après, effectivement, il y a le projet, moi je ne vais pas revenir là-dessus, qui est prévu l'hiver prochain sur le site du Chêne Vert, qui devrait à peu près concerner à peu près 20 000 m3 dans les conditions que vous connaissez, qui font peut-être l'objet d'un échange tout à l'heure. Donc tout ça ne correspond pas, mais vraiment pas, à l'objectif qui était fixé dans ce rapport interministériel et que le préfet de région Bretagne avait qualifié de feuille de route de l'État. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans ce contexte-là, et nous, ça nous inquiète sérieusement. Et donc justement, je reprends les paroles de à la fois Pierre Lehir et du sous-préfet, qui nous dit à chaque fois que quelqu'un objecte, il nous dit « mais nous sommes dans l'expérimentation ». De expérimentation, rien que l'expérimentation. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous pensons que derrière toutes ces expérimentations, ces analyses, ces thèses à répétition, parce qu'ils aiment beaucoup les thèses, les modélisations, pour, entre guillemets, mieux comprendre la dynamique de la sédimentation dans l'estuaire, nous pensons qu'il y a peut-être tout simplement la volonté de gagner du temps pour ne pas appliquer le plan ministériel et déboucher sur un plan de gestion pérenne, à minima, voire pas de plan du tout. Et ces paroles entendues lors de la réunion de présentation ne sont pas là pour nous rassurer. Il ne faut pas espérer avoir les conclusions avant au moins une bonne année, voire plus, les conclusions du plan expérimental.
Si un plan de gestion pérenne est décidé, sa mise en place sera de toute manière très longue. Ça veut dire 2 ans de plus. Pour mettre en place, il faudra sûrement lancer de nouvelles études, encore 2 ans, puis 3 ans, et donc de 5 ans en 5 ans, on approchera de la date de renouvellement de la concession des. Et alors à cette petite musique, qu'on entend si souvent, l'envasement est naturel, martelé par le sous-préfet et par le président du conseil scientifique, je vais vous laisser apprécier les commentaires justement des autorités, y compris des autorités scientifiques. Et je vous rappelle que Pierre Le Hir est un homme charmant, j'ai discuté longuement avec lui, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Mais il est d'Ifremer. Et je vous rappelle qu'Ifremer et EDF sont mariés par de gros contrats. Ifremer est un très gros client d'EDF via des filiales. Ifremer et EDF répond à tous les appels à projets d'Ifremer. Donc le fait que Pierre Le Hir ait été nommé président du conseil scientifique pour s'occuper de la gestion des gestions sédimentaires de la Rance, ben, je pense que ce n'est pas innocent. Ça ne s'est pas fait au hasard. Xavier, je reviens aussi surtout sur quelque chose que j'ai entendu moi quand même à cette réunion, c'est qu'on nous dit quand même la base c'est de la biodiversité. Donc oui, tu vas voir ce sujet-là que. D'accord. Est-ce que je peux simplement faire intervenir Milan sur ce que tu as dit sur ce qui va se passer en dehors du barrage, parce que je crois que particulièrement le port de Dinard et M. Louis Pénouette, qui n'est pas présent ce soir, qui n'a pas pu et qui s'excuse, et c'est lequel qui s'en occupe, va un petit peu vous dire ce qu'en ressent les associations de navigateurs. Merci Sophie. Bonsoir tout le monde. Je parle au nom de l'UNAN, qui est l'Union nationale des associations de navigateurs. Et donc je tiens à faire un commentaire par rapport à la modélisation évoquée tout à l'heure par Xavier. Modélisation donc bien sûr d'ordinateur. Et son coût a quand même été chiffré à 33 000 €. Pour simplement dire que la base ne serait probablement pas entièrement sortie de la Rance. Et donc j'ai relevé moi ce chiffre de 33 000 € pour ce constat qui est quand même un chiffre qui est important. Ceci dit, donc le clapage va se faire juste à l'entrée de la zone interdite devant le barrage, marée descendante. Et donc il y a quand même une partie de la base qui va sortir et qui très probablement va aller dans le port de Dinard avec le contre-courant qui va bien, juste en sortant sur le bord. Et donc Louis Pénouette, qui s'occupe du port de la Souille de Dinard, est très inquiet à son sujet parce que lui dépense régulièrement 200 000 à 300 000 € pour désenvaser, mettre la base dans une péniche et l'emmener jusque au large, dans une zone de clapage, au large de ces angles, dans une zone qui est prévue pour le clapage. Et donc lui fait l'effort coûteux, parce que ça fait un coût de transporter la base au large. Et donc est très inquiet que la base sortie de la Rance va revenir comme qui rigole dans sa souille du port de Dinard. Et donc il est un peu furieux de cette expérimentation parce que voilà. Donc la seule réponse qu'on a su lui dire, c'est que quand il y a eu Nessie qui a soulevé la base de la Rance pour l'envoyer à l'extérieur via le barrage. La seule réflexion qu'on nous a mis clairement en face, c'est que personne ne s'est plaint d'avoir de la base sur la plage de Dinard. Donc c'est quand même à 33 000 € l'étude
la plaisanterie. Je trouve ça quand même assez gag, quoi. C'est en gros le coût de la location du logiciel AS3 d'Ifremer qui est vendu par Ifremer. Ouais. Les gens ne sont pas pleins parce qu'il a fait mauvaise. Il n'y avait personne sur la table. Mais, bon, disons que moi je trouve qu'il y a un amateurisme important avec des moyens financiers qui. Justement, on va en parler maintenant. Et donc, bon, la position de l'UNAM, enfin, c'est une réflexion, si vous voulez, que je soumets simplement comme ça. C'est simplement une question de stratégie, parce qu'on voit qu'il est très 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 difficile, et il y a eu beaucoup d'énergie pour que la Rance soit désenvasée, et donc le cœur avec Didier Giffrin a participé énormément, et l'énergie, je le remercie de d'avoir fourni autant d'énergie sur le désenvasement, Rance Environnement, Sophie, Xavier, et beaucoup d'autres, si vous voulez. Les super envasés. Et les super envasés. Oui, voilà. Et donc, moi, j'émets simplement une idée qui va flotter quelque part en stratégie, c'est que on devrait commencer à réfléchir au démantèlement du barrage. Et donc, en 2047, 43, oui, 43, il y a peut-être une opportunité. C'est-à-dire que si la contestation que nous sommes ici présents est forte, si on a une opposition constante sur les problèmes d'envasement de la Rance, peut-être qu'il n'y aura pas de repreneur à la sortie de la concession 2043. Et dans ce cas, si tout le monde s'y met bien, je pense qu'il y a une possibilité que ce barrage soit démantelé. Et pour que ce barrage soit démantelé, il faut dès maintenant commencer à avoir une idée, une hypothèse d'un pont. Voilà, le sous-préfet, il faudra apprendre à vivre avec la base comme on devra apprendre à vivre avec les algues vertes. C'est quand même assez édifiant. Tu peux passer les suivants. De nouveaux sites de transit, personne n'en veut, donc ça rejoint bien ce que disait Didier. C'est un problème intestinal. EDF respecte le cahier des charges et dévase régulièrement le chenal. Voilà. C'est la petite musique qu'on entend depuis déjà des années, hein. C'est pas nouveau. Et alors le plus beau quand même, c'est à la réunion la dernière réunion de l'EPTB, la vase, c'est la vie, c'était la fin de la réunion, la dernière phrase de monsieur le sous-préfet. La vase, c'est la vie, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va voir avec ce que nous a dit Pierre Lehir. Tous les experts sans vase, c'est Pierre Lehir du conseil scientifique, chercheur d'Ifremer. Tous les experts sans vase, je lui réponds, oui, mais l'usine marémotrice n'envase pas tous les experts. Il n'est pas prouvé que l'usine marémotrice soit responsable du surenvasement. Ifremer, EDF, Ifremer, EDF. On comprend pourquoi il défend EDF. La base est riche d'un écosystème et d'une biodiversité. Et voilà ce que nous disait tout à l'heure Sophie. Et c'est vrai, dans la base, il y a un peu de vie. Beaucoup moins que dans le sable. Mais Pierre Lehir nous répond, qu'est-ce qui nous prouve que le sable, c'est mieux que la base? De plus en plus fort. Extraordinaire. Il nous dit aussi qu'il n'y a pas plus de 1 mètre d'épaisseur de vase en moyenne. Là, j'ai sondé dans le fameux chenal de la Madrie, on a 2,50 m à 3 mètres de vase. Donc là, on ne me reconnaît peut-être pas parce que je n'avais pas mon béret. Mais c'est bien moi. Et enfin, lors d'une conversation off, il n'est pas exclu qu'à l'issue du plan expérimental, on décide de ne toucher à rien. Si la population en ressort fâchée, c'est que je n'aurais pas su convaincre. Donc je crois qu'on a pu à se poser de questions. C'est bien Pierre Lehir qui m'a dit ça. Et ça, c'est dramatique quand même quand on sait que depuis je ne sais combien d'années, hein, je vois qu'on a une ancienne présidente de Rance Environnement qui est là, hein, Germaine Guillou, hein, qui connaît bien aussi le problème.
notre nouveau président, Jean-François Morel, et quand on sait que on va, si ça continue, on va se retrouver au point zéro. Voilà. Et donc, nous suspectons. Bon, ça, c'est pas possible. Nous suspectons les autorités de vouloir mettre en place un plan à minima, voire pas de plan pérenne du tout. Donc, est-ce qu'on verra un vrai faux plan pérenne, VF2P, ou un faux vrai plan pérenne, FV2P? Donc, le débat est ouvert et on va pouvoir en passer du micro. Alors, avant d'ouvrir le débat, je pense que peut-être M. Boissière va nous dire quelque chose. Je voudrais simplement vous dire qu'avant la fin de la réunion, nous essayons de penser à diverses actions. Donc là, par exemple, devant moi, il y a une boîte à idées. Si vous avez des idées auxquelles on n'a pas pensé, ça serait bien de nous en faire part. Moi, je voudrais également, ce qu'on aura besoin, bien entendu, c'est de volontaires pour ces différentes actions, de gens qui sont prêts à nous aider. Par exemple, moi, si vous connaissez parmi vous des gens qui ont des compétences juridiques, je pense à Olivier, par exemple, avec qui j'ai eu des rapports, qui a fait une thèse à l'université de Rennes là-dessus. Moi, je suis preneuse. Donc, ça, c'est une chose. On a lancé une pétition à partir d'aujourd'hui, qui, je pense que beaucoup d'entre vous ont signé à l'entrée. Xavier a parlé de marche, donc ça sera relayé par la presse et par nos différents réseaux. Et la création d'un site pour le relais d'action et d'information pour que vous soyez tous bien au courant de ce qui se passe. Maintenant, si vous avez d'autres idées, s'il vous plaît. Alors, nous ne sortirons pas de la réunion tant que la boîte à idées ne sera pas pleine. Alors, je vais commencer à donner le micro peut-être à M. Boissière. Oui, bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Je voulais remercier, j'excuse Sylvie Sardin, la maire de Munich, qui effectivement fait partie du collectif, qui ne pouvait pas être là ce soir, c'est pour ça que je représente notre collectif, alors qu'il n'est pas nouveau. Le collectif a été créé en 2014, Olivier, je ne dis pas de bêtises. 2014, on a constitué une association depuis cet été, effectivement, pour avoir une véritable association qui soit reconnue comme telle, et parce qu'on souhaitait, suite aux dernières élections municipales, on souhaitait que ce collectif se transforme en organe à proprement parler, dans lesquels les communes s'engagent véritablement par une délibération, de façon à montrer effectivement au pouvoir public qu'il y avait une véritable volonté commune des 16 communes riveraines de l'estuaire de la Rance de poursuivre le combat sur le sujet de la gestion des sédiments, puisque ça n'a pas été dit, mais la petite musique qu'on entend depuis très très longtemps, effectivement, ce que vous avez évoqué avec M. Lehir, M. Lehir, il est clair. Quand le conseil scientifique a été mis en place en 2017, moi j'étais avec Luc Coipel, qui était notre représentant du collectif des maires à la préfecture de Rennes, quand le conseil scientifique a été installé, et on lui a fait un petit laïus, un petit récapitulatif de pourquoi est-ce que les élus les riverains étaient fatigués de cette situation. Et M. Lehir nous a répondu, texto, écoutez, on va faire notre maximum, vous voyez, on est entouré, tout le conseil scientifique était réuni, en préfecture de région, en préfet de région, mais il y a une possibilité qu'au bout des 5 ans, on en arrive à la conclusion que cette sédimentation, elle est naturelle et qu'on ne pourra rien y faire. Je me rappelle lui avoir répondu, je pourrais dire texto ce que je lui ai répondu. Écoutez, je lui ai dit, monsieur le Président, si vous partez du principe que vous arriverez peut-être à cette conclusion dans 5 ans, ne prenez pas la mission tout de suite, parce qu'effectivement, ce que vous venez de dire, c'était réfuté par les rapporteurs du CGEDD, et c'est quand même une des avancées qu'on a eues avec ce rapport de 2017, c'est que les rapporteurs disent clairement que la responsabilité du barrage est intimement liée à la sursédimentation. Et ça, personne ne peut contester, les rapporteurs l'ont écrit. Donc ce que sous-entendait déjà M. Lehir, président du conseil scientifique, c'est qu'effectivement c'était possible qu'on en arrive à une conclusion autre que celle que les rapporteurs avaient rapportée. Donc ça posait un vrai problème.
Pour revenir sur le collectif, pourquoi est-ce qu'on l'a constitué au sein de l'association? Parce que on le voit depuis très longtemps, hein, depuis la première réunion qui a été faite en mairie de Pleudihen en 1978, la première réunion des maires du territoire qui s'inquiètent sur la sédimentation, sur l'envasement de l'Esper, c'est en 1978, 11 ans, donc après, 12 ans après le barrage, en mairie de Pleudihen-sur-Ance. Depuis ce temps-là, on voit bien, DJ l'a rappelé, entre le contrat de baie, on prévoyait d'extraire 1 100 000 m3, pour finir à 195 000 m3 5 ans après, avec tous les efforts que certains services de l'État auront mis pour nous bloquer dans cette extraction en 95, dans ces extractions en 95, pour rappeler tout cet historique à tous les élus, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux élus qui sont arrivés en 2020, et le danger que l'on a, et c'était ce qu'a évoqué aussi Didier tout à l'heure, c'est cette fameuse acceptation sociétale, ce qui nous est rappelé par le sous-préfet de Dinan et par M. Leir, le fait qu'à un moment, les générations qui se suivent vont plus se souvenir comment c'était avant, et vont partir du principe que finalement, la sphère telle qu'on l'a actuellement, il est normal, il est naturel. Donc c'est cette fameuse acceptation sociétale contre laquelle il faut qu'on lutte, il faut qu'on rappelle de façon continue que l'espère c'est pas ça, qu'effectivement l'envasement n'est pas naturel. Je reprends les propos de M. Thébault, nous sommes sur un estuaire qui est artificialisé, donc un estuaire artificialisé n'a pas les mêmes comportements qu'un estuaire naturel. Donc c'est absolument impossible que l'envasement soit naturel, et ça il faut pas arrêter de le rappeler. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je vois dans certains nouveaux élus qui sont arrivés en 2020, il y en a certains qui commencent à douter. Donc le collectif il est là aussi pour rappeler cette historique, rappeler tout ce qui a été fait, et surtout tout ce qui n'a pas été fait, malgré la volonté des élus locaux. Et vous avez cité le rendez-vous avec Ségolène Royal. Moi je rappelle que ce rendez-vous-là, c'est Michel Vaspart qui l'a obtenu, après avoir rencontré 5 ministres de l'Environnement différents. Il a rencontré 5 ministres de l'Environnement différents. Pour arriver à un rapport dont on sait effectivement, on ne va pas se mentir, on sait que le rapport, les objectifs du rapport, ils vont être difficilement atteignables en 2023. Faut être clair et limpide là-dessus. Alors après, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a 2-3 choses qui ont été dites, je voudrais revenir dessus parce que c'est vraiment important. Vous avez évoqué le fait qu'il y ait plus de concertation, etc. Bon, attention. La précédente sous-préfète de Dinan que nous avions aimait beaucoup la concertation. C'était notre préfète de 2018 pendant des années. Les 2 premières années, ça a été que ça. Que ça. Alors, je comprends que l'actuel sous-préfet de Dinan a des phrases malheureuses, mais néanmoins, moi je sens un véritable changement depuis qu'il est là. Je tiens à le dire. Je pense qu'il est convaincu de vouloir faire avancer les choses. Maintenant, il ne faut pas rêver. Il y a d'autres forces obscures qui font qu'effectivement, on n'arrive pas à avancer. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à ne pas trop demander de concertation avec tout le monde, parce qu'on va revenir à un système où ça va être une usine à gaz. De même, on peut critiquer l'expérimentation. Mais tant que ça reste de l'expérimentation, voilà. Moi, ce que je regrette, c'est que, attention, parce que là, effectivement, je ne suis pas scientifique personnellement, donc c'est vrai que pour ça, on se rapproche plus de la commission estuaire pour avoir une analyse un peu plus technique, un peu plus scientifique au niveau du collectif, des maires. Mais attention à ne pas être dans l'obstruction de toute tentative de faire quelque chose, parce que ça va nous desservir. Non, c'est pas exactement ce que je comprends ce que vous dites, c'est pas exactement ce qu'on dit, c'est simplement que on arrive quand même à la fin du plan quinquennal, enfin le temps avance, et d'expérimentation. Mais oui, mais vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe. Non. Est-ce que quelqu'un est dupe dans cette salle? Et expérimenter des techniques qui sont déjà expérimentées partout sur le territoire, c'est une gabegie financière. Expérimenter une drague à injection d'eau, ça revient à étaler la base un peu plus loin, et ils savent très bien de la qualité. Étaler la base un peu plus loin, c'est ce que fait EDF depuis 20 ans. Oui. Donc, ils font la remise en suspension dans leur devoir d'entretien du chenal, dans leur obligation légale d'entretien du chenal, c'est maintenant ce qu'ils font depuis 10 ans. Et la remise en suspension. Pour en revenir à M. le sous-préfet, ce qui est un peu, comment dire, désagréable
vis-à-vis de la société civile une oreille attentive et rassurante. Il ne supporte pas effectivement que la société civile puisse avoir le moindre jugement ou la moindre objection sur des choix. Et c'est ce qui nous paraît effectivement suspect. Je ne pense pas que monsieur le sous-préfet soit aussi attentif que vous venez de dire. Moi, je redis, je pense, je suis convaincu, et ça je le dis par rapport à d'autres sous-préfets qu'on a connus, une autre sous-préfet qu'on a connue auparavant, je pense qu'il est effectivement, je pense qu'il est conscient du problème. Je pense qu'il ne voit pas effectivement clairement comment, mais qui le voit dans cette salle. Je vais être très honnête, aujourd'hui, on a plusieurs problèmes face à nous. Le premier problème, de toute façon, et c'était un des, je vais conclure là-dessus sur les trois enjeux qu'on a définis nous, au niveau du collectif et nos trois réclamations. Le premier, c'est le financement. On peut parler des techniques, mais le premier problème de fond, c'est le financement. Je ne pense pas que ce soit le problème du financement. Je veux dire, par je exemple, peux dire que c'est un vrai problème. C'est la prise de décision. Nous, Avance Environnement, nous sommes, comme j'ai dit au départ, une association agréée protection de l'environnement. Notre objectif, ce n'est pas de proposer des solutions, d'ailleurs il y a des gens qui sont payés pour le faire, c'est simplement d'être vigilant sur ce qui se passe. Parce que nous avons cet agrément. Je partage. Ce que je veux simplement vous dire, faites attention à toutes ces prises de position où on donne l'impression que dès qu'on tente quelque chose, on s'y oppose, parce qu'il ne faudra pas que ce soit contre-productif. C'est ce que je vais vous expliquer. Une grande force, moi j'ai en tête un message que Michel Vaspart m'avait toujours donné sur le sujet de la gestion des sédiments et sur cette problématique, mais il dit préserver l'unité territoriale. C'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement tous les élus partagent la même ambition, et on a besoin de la société civile, et on a besoin de ce pouvoir populaire que vous incarnez au niveau associatif, mais il faut qu'on aille tous dans le même sens. Parce qu'effectivement, on le voit bien, on cherche à nous diviser, on cherche à nous... voilà, et l'histoire de la PTB, on savait au moment du rapport que le PTB c'était une erreur, de transférer le sujet de Cœur Émeraude à l'EPT, on savait que c'était une erreur. Tout ce qui se passe actuellement, on l'avait écrit avant. Je prends Didier comme témoin. On avait fait un courrier au niveau des maires et des élus pour dire qu'effectivement, on ne gagnerait pas de temps, on allait perdre en connaissance et en expertise, et qu'en plus, certains éléments du rapport étaient un petit peu en deçà, notamment l'histoire des 50 000 m3. On savait qu'on était en deçà. C'est flagrant. Mais c'est pour ça que je pense, et beaucoup de gens pensent comme moi aussi, que ce n'est pas un problème de financement, c'est un problème de prise de décision. À partir du moment où la décision politique sera là, le financement sera inutile. Je vous assure que... Et la décision politique sera prise que s'il y a... Je comprends ce que vous dites. Moi, je vous parle. Moi, j'ai découvert le sujet en 2016, quand j'ai pris la succession de Michel Vaspart en mairie. Je me suis abreuvé de beaucoup de données qu'il m'a donné effectivement. Lui, ça faisait 25 ans qu'il était sur le sujet. 25 ans. 25 ans. Et le problème, ce n'est pas qu'une décision politique. Ou en tout cas, je vais vous dire, il faudrait que cette décision politique déjà soit partagée sur le territoire par tout le monde. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand on voit, on parle de clapage, quand on voit ce qui se passait avec la région sur la remise en suspension de sédiments au niveau de l'IVET qui arrivait sur notre sphère, c'est la région, cofinanceur du plan. Donc là, on a bien un problème politique. Je suis d'accord avec vous, la connaissance du sujet est très très importante. On doit vraiment bien connaître le sujet, et puis justement c'est un peu pour ça qu'on fait cette réunion aussi, c'est pour ouvrir le débat, mais la connaissance ne veut pas dire l'acceptation. Non, bien sûr. C'est surtout ça. Attention dans les réponses, je comprends la position de l'UNAM sur l'histoire, mais c'est pareil. Enfin, je ne sais pas si c'est à nous, c'est à l'association de dire aujourd'hui il faut démanteler le barrage. Enfin, je veux dire, avant d'envisager un démantèlement de barrage, on va avoir d'autres problématiques à raisonner, parce que voilà, ce qui est vrai, c'est que 2043 c'est une échéance qui est proche, c'est une échéance importante, et il faut qu'on s'appuie là-dessus. En sachant que 10 ans avant, en 2033, il est bien indiqué qu'on aura plus que EDF doit indiquer s'il reprend le barrage ou pas.
Oui, mais je pense qu'ils soient déjà plus ou moins actuellement. Je voulais juste un petit peu ouvrir le débat. Moi, je termine juste pour vous dire que attention quand même à rester modéré dans nos oppositions aux actions qui sont faites, parce que je le dis, on va se servir de ça pour dire écoutez, on fait pas et c'est pas possible, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on reste. Je pense que votre volonté, on la partage, c'est que quelque chose se fasse et que ça avance. Effectivement, je redis, 2043, effectivement, c'est une vraie date charnière. Alors, ce sera peut-être 2033, effectivement, pour la position d'EDF, mais je pense que c'est maintenant que ça va se décider. Le financement, c'est un vrai problème. Je suis d'accord avec vous. Juste pour terminer là-dessus, dans nos exigences au niveau du collectif, les 3 exigences, elles sont simples. La première, c'était intervenir sur le mode de fonctionnement du barrage pour faire en sorte que le barrage, effectivement, adopte un fonctionnement qui soit un processus qui fasse moins de sédimentation. EDF a refusé de changer des choses pour des raisons financières. Donc c'est bien la preuve que la finance, de toute façon, à un moment, l'argent, ils sont prêts à modifier. Mais si c'est pris en charge. Mais attendez, on ne peut pas vous laisser dire ça. Ils ont trouvé 500 000 ou 600 000 avec Nessie et puis mais avec je suis d'accord avec vous. Mais non, monsieur le maire, attendez. Mais je suis d'accord avec vous. La société civile, elle est baladée depuis 30 ans, oui. Voyons. Oui, bien sûr. Comment voulez-vous que les citoyens réagissent? Il n'y a pas de responsabilité. Moi, j'ai passé toute ma vie professionnelle dans une entreprise. Je vous explique. Je voudrais terminer ma phrase, si vous permettez. Bien sûr. J'ai passé toute ma vie professionnelle dans une entreprise. Donc, je sais de quoi il en retourne. Quand mon président n'était pas content de ce que je faisais, je risquais à tout moment d'être viré. Oui. C'est ça la responsabilité. Bon, les gens qui nous bavardent, qui nous racontent des histoires depuis 25 ou 30 ans sur la Rance, il n'y a aucune sanction, il n'y a rien du tout. Mais c'est pire que ça, monsieur. C'est pire que ça. Ça vous a expliqué tout à l'heure. Les gens qui font des études, qui sont payés 300 000 € actuellement, sont ceux qui sont contre la gestion des sédiments. C'est ces gens qui nous disent, effectivement, on a payé des études dernièrement pour des gens qui, de toute façon, sont contre la gestion des sédiments. Ils considèrent que c'est naturel. Et on les paye avec l'argent qu'on a été chercher pour financer un plan de gestion des sédiments. C'est pas ubuesque? Ah si, bon, il y a de toutes les façons dans ce sujet, pour tous les gens qui sont là, il y a des problèmes techniques que nous ne maîtrisons pas tous très bien, qui sont partagés par des pseudo-scientifiques. Bon, ça c'est une chose. Il y a ensuite une communication des pouvoirs publics qui est inacceptable au regard de la société civile. On arrive à des fractures qui sont insupportables. Les gens qui sont ici sont tous considérés comme des abrutis, et vous en avez d'autres qui continuent à nous raconter du baratin. Donc ça va se terminer devant les tribunaux, ça va être la seule solution. Mais faites je vous dis simplement qu'il faut faire attention à ce qu'on reste unis sur le sujet et qu'on n'aille pas de... Mais qui divise aujourd'hui, monsieur le maire? Qui divise? Des gens qui ne veulent pas nous écouter. Oui. J'habite depuis 50 ans devant l'anse de la Souhaitier. Oui. Tous les jours, je vois cette anse se fermer. Ouais, quand j'étais gamin, je me baignais au pied de la Souhaitier. Maintenant, c'est impensable. Monsieur, vous croyez que je vois quoi? Vous croyez que je vois quoi? Donc on partage les mêmes soucis. Et si on prend un peu plus de hauteur, monsieur, si on prend un peu plus de hauteur, aujourd'hui, quand on parle de transition écologique, on a une usine marémotrice, productrice d'énergie décarbonée, qui va peut-être s'arrêter en 2043, parce qu'on n'aura pas voulu effectivement assumer les conséquences. Et bien à ce moment-là, comment s'appelle le barrage, ne laisse pas l'eau étale pendant 4 heures ou 5 heures et respecte les marées naturelles. Mais tout ça jouera peut-être le rôle de chasse. Tout ça, je vous redis, tout ça c'est un problème financier. Oui. À partir d'un moment. Alors si c'est un problème financier, il va falloir que vous me disiez pourquoi EDF, ou je ne sais pas qui, le PTB, a trouvé 300 000, 400 000, 500 000 € pour des trucs à la con. 60 millions d'euros pour démonter Sylvain. 60 millions d'euros pour Monsieur, vous savez depuis 20 ans combien d'études, le montant des études ou pas? Vous le connaissez ou pas? Et ça sert à quoi? Je pose la question, vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. 1 500 000 €. Et pour arriver à quoi? Pour arriver à quoi? À rien. Bon, baratine. Excusez-moi, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Merci Monsieur Boissière, merci Arnaud. Olivier. Les collègues qui étaient là ont dû entendre comme moi, dépenser ou engager par le PTB à fin 2021 4 millions d'euros, dont a priori, annoncé aussi, dont 1 million d'euros de fonctionnement. Voilà, pour ceux qui... Donc on se pose quand même quelques questions par rapport à cela. Donc, mais vous voyez que ça fait déjà beaucoup d'argent quand on ramène ça à 12 200 mètres cubes.
plus les 20 000 m3 du chêne vert, on sera à 32 000 m3, ça fait très très cher. Nous, enfin en tout cas, ce qui me questionne, m'interroge très très sérieusement et qui me fait dire qu'on est vraiment dans la situation de devoir arriver à ce que Xavier et Sophie présentent, c'est que, et je vous réponds, donc ce qui fonctionne actuellement, ce qui permet des extractions en volume et à un coût raisonnable. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit 100 € du mètre cube, sans même que soient valorisés les sédiments de l'opération de Saint-Jouan, dite Saint-Jouan-des-Guérets. Cœur Émeraude a mené des opérations expérimentales à partir du début des années 2000. Ce sont des opérations donc de piégeage des sédiments qui fonctionnent, associées à un centre de transit. Ça permet d'extraire des volumes importants avec un budget de l'ordre de 20 € du mètre cube, valorisation comprise. La valorisation agricole est extrêmement intéressante. Les agriculteurs sont demandeurs. Les nombreux travaux qui ont pu être menés avec la Chambre d'agriculture donc, sont extrêmement positifs. À chaque réunion, d'ailleurs, quand il y a des interventions de la Chambre d'agriculture, donc voilà, ils sont extrêmement positifs et encouragent la poursuite de ces opérations. On n'a rien inventé. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les tangs, les marnes, etc., étaient épandus sur des terrains agricoles, moins d'ailleurs en Rance qu'ailleurs, ce qui voulait dire que la Rance, même naturellement, s'envasait beaucoup moins que d'autres estuaires, il faut être très clair là-dessus. Donc, nous, c'était des quantités beaucoup plus faibles que, effectivement, ce qu'il y avait dans certains secteurs de Normandie. Donc, et quand je vais toujours à des réunions, même si je ne suis plus élu, mais je suis encore référent Cœur Émeraude, de par la décision du conseil d'administration Cœur Émeraude, référent sur la gestion des sédiments, j'affirme, et personne ne peut contredire aujourd'hui, que si on voulait extraire en volume à un coût raisonnable, eh bien, il faut continuer donc le piégeage des sédiments, la valorisation agricole, et même poursuivre, développer cette filière. Actuellement, on sait tous les problèmes, effectivement, par rapport à l'agriculture, notamment ces sédiments évitent d'utiliser des tas d'autres intrants qui posent des problèmes. Sur un plan agronomique, voilà, les chambres d'agriculture sont extrêmement positives également. Donc c'est aussi se priver d'un produit, voilà, qui existe en quelques millions de mètres cubes pour voilà, pouvoir les utiliser en valorisation agricole. Et, étonnamment, eh bien, dans les travaux là, du conseil scientifique ou les propos rapportés par le PTB, eh bien, la valorisation agricole est mise de côté. Elle est critiquée. Donc, d'où effectivement le fait de vraiment s'interroger où veulent-ils en venir. Ils veulent que Xavier et puis Sophie l'exprimaient tout à l'heure, effectivement, donc sans doute à faire quelque chose à minima, parce qu'au bout de tout ça, sur là, ce qui est en train de se passer, à l'issue de ce plan quinquennal, voilà, qui n'applique que partiellement, 2018-2023, ils vont quand même devoir rédiger un plan de gestion durable pour les quelques dizaines d'années à venir. Alors imaginez quand même, en fonction de ce qui est en train de se dérouler, l'opération de Saint-Jouan-des-Guérets, qui a consisté à enlever 7000 m3 sur le quai de Cale de Saint-Suliac et sur le Valion sur Saint-Jouan-des-Guérets, les mettre sur une barge pour aller les décharger à la gare maritime de la Richardet, les charger sur des remorques. Les remorques sont repassées par le barrage pour aller derrière Saint-Jouan-des-Guérets, déposer des sédiments dans une lagune. Alors déjà, il faut nous dire, sur un plan méthodologique, ce que ça apporte de positif. L'opération des SI, je ne vais pas redévelopper l'opération des SI telle qu'elle s'est passée, ou même ce qu'ils envisagent donc à l'avenir, on peut quand même s'interroger, est-ce que ces expérimentations sont de nature à apporter des éléments intéressants pour rédiger un plan de gestion durable, pérenne, des sédiments de la Rance, peut-être dans les 50 ans qui viennent. Voilà. C'est à votre appréciation. En fait, oui, bonsoir, je suis un spectateur comme un autre ce soir. Simplement, je suis bien indé, moi, donc contrairement à ce que disait monsieur, c'est pas Louis Pinouet qui paye la facture de la sporie et la souille de Dinard, c'est la mairie de Dinard, voilà. Et donc, la souille du port de Dinard, c'est un piège à sédiments, donc évidemment, tous les sédiments vont aller se faire piéger là-bas.
Donc c'est le contribuable dinardé qui va être obligé de payer. Et les sédiments de la souille, eh bien, on ne sait pas où les mettre, hein, parce qu'on n'a pas les autorisations pour les vider et pour les clapper en mer actuellement. Donc ça, c'est un vrai souci. On a un piège à sédiments olivier qui est plein, hein, tout le monde en a un petit peu parlé. Donc on sait très bien ce qu'il faut faire, hein, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire. Donc j'ai entendu parler ce soir d'amateurisme, Non, il n'y a pas d'amateurisme dans la gestion qui est faite de ce sujet. Tout est décidé par avance, hein, c'est de l'enfumage pur et simple. L'État a décidé, avec EDF, qu'il ne ferait rien, qu'il ne gérerait pas les sédiments de la Rance. Et on nous enfume depuis maintenant 2017, avec cette histoire-là, la décision a été prise. Regardez les sommes qui sont dépensées de manière totalement inutile, c'est juste pour faire monter la facture et pour montrer que c'est impossible. Et c'est ce qu'on pense, remettre en service les sites de transit, et faire de l'extraction. Vous vous rendez compte que c'est une opération qui engage sur le long terme. Voilà. Et si le plan expérimental a exclu cette voie-là, c'est justement parce qu'ils ne veulent pas repartir sur des opérations à long terme. Et donc ils amusent également en faisant des expérimentations pour que, au final, en 2023, on dise « Oh ben finalement, on a tout expérimenté, on ne peut rien faire ». Et donc il n'y a que la mobilisation populaire qui pourra faire pression pour que, éventuellement, ça change. Voilà. Donc les extractions qui ont été menées de manière dérisoire, c'est 10 fois la somme de ce qui était ce que coûtaient les extractions par cœur émeraude. 10 fois. Ces sédiments qu'on retire, c'est du calcaire. Du calcaire, évidemment, on en a parlé tout de suite. C'est un amendement qui est formidable. C'est tellement formidable que ça a fait la fortune de M. Roulier, de la FIMAC, qui va chercher les sédiments en détruisant les bancs de mer et les gisements de sable coquillé. Là, on a des sédiments qui sont là, qui sont nuisibles pour la Rance. Pourquoi ne pas proposer à M. Roulier et me dire à M. Roulier, bah, vous continuez à extraire, mais extrayez dans la Rance. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Après, on nous dit, il n'y a pas d'argent. Moi, je vois des gens qui manifestent depuis des années pour lutter contre l'envasement de la Rance. On ne trouve pas de solution. J'ai jamais vu personne manifester pour le doublement du pont Chateaubriand. On nous dit que ça va se faire, ça va coûter 54 millions d'euros. Il y en a de l'argent. Vous avez vu des gens manifester pour l'hôpital de Saint-Malo ? 400 millions d'euros. Donc de l'argent, il y en a. Il suffit de bouger les lignes budgétaires. Simplement, il suffit aussi de le vouloir. Voilà. Donc de l'argent, il y en a. Mais il faut aller chercher. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient donner leur opinion? Je vais juste répondre au monsieur qui m'a posé une question. Par rapport, et puis ça reboucle un petit peu ce que tu viens de dire. Rappeler, et ça Didier s'en souvient bien aussi, pendant 25 ans, les sédiments de la Rance étaient classés déchets par le ministère de l'Environnement. Ce qui fait qu'aucune extraction n'était possible pour faire un usage autre que ce qu'on faisait effectivement au niveau agricole, parce que c'était le seul usage qu'on avait trouvé. Mais pendant 25 ans, c'était classé déchets. Bon, en sachant c'est plus le cas depuis 2018-2019, depuis que l'ADREAL nous a officiellement dit que la classification des déchets, tenez-vous bien, parce qu'il faut l'entendre pour le croire, est classer un déchet, un sédiment qui est extrait comme étant quelque chose, en gros, que vous voulez extraire parce que c'est vous n'avez pas d'usage. Dès lors que vous avez un usage, ça devient une matière première. Ça n'est plus un déchet. Et on apprend ça en 2018 en copie le financeur. Et en sachant que la Commission européenne a revu sa notion de déchet au point de vue de la... Donc je vous invite à adhérer ou à rejoindre, adhérer en environnement, ils ont besoin d'adhérents, partager auprès de vos amis, recruter, c'est important, et de la même manière, adhérer au collectif si vous voulez appuyer le travail du collectif. Alors, nous avons une page, nous avons un site internet sur lequel vous pouvez avoir plus de précisions, mais nous avons aussi une page Facebook sur laquelle vous pouvez laisser vos commentaires suite à cette réunion si vous n'avez pas eu l'occasion de parler. Alors, pour le collectif, vous avez sur la table du collectif à la sortie un cahier où vous pouvez laisser vos coordonnées électroniques pour qu'on puisse continuer à communiquer ensemble. Il y a également une page Facebook qui est animée par François qui est là-bas, que je remercie.
La boîte à dons, bien sûr, hein, puisque nous allons avoir besoin d'un peu de trésorerie, donc je